Alors, bonjour, bonsoir à tous. On est mardi 12 novembre. Voilà, donc il est 18 h quasiment. Et je viens vous parler de Des époques sans amour, donc le deuxième tome de la duologie Un amour sans époque de Jean-Luc Conessa. Donc, j'ai lu pas mal hier soir, donc j'ai relu un petit peu cet après-midi. Donc là, je suis page 137 sur 270. Donc autant vous dire que ça se lit très vite, que j'aime toujours autant la plume de Jean-Luc Conessa. Il n'y a rien à faire. Vous avez une plume magnifique. C'est merveilleux de nous avoir refait un résumé du premier tome. Alors même si j'avais gardé des très bons souvenirs, il y a forcément des manques un petit peu à chaque fois qu'on reprend un livre quelques temps après, puisque là je l'ai lu en 2022 je crois, Un amour sans époque, donc effectivement il y a forcément des choses que j'avais oubliées, hein. Et refaire un résumé pour qu'on ne soit pas obligé, parce que là ça aurait été compliqué puisqu'il est rangé dans un carton, d'aller retrouver l'ancien, enfin le premier tome et de le relire, c'est formidable. Merci à vous pour ça, hein, parce que vraiment il devrait le faire dans tous les tomes de saga, quand il y a des suites, et surtout particulièrement quand les tomes ont tardé à sortir, refaire un résumé pour que les gens ne s'y perdent pas et retrouvent le fil de l'histoire, c'est formidable. Voilà. Donc merci beaucoup pour ça, déjà. Donc là, on est... alors, je vais éviter de trop vous spoiler, mais on est dans un monde post-apo en fait. Enfin, il y a deux temporalités. Le monde tel qu'on le connaît actuellement, et l'autre, on est en 2646, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 2646, donc autant vous dire qu'il y a un petit peu de temps qui est passé quand même. Et donc on est sur Alpha, qui est une mégapole où, comment dire, où les gens vivent sous un dôme en fait. Donc il y a plusieurs mégapoles comme ça, et les gens vivent sous des dômes, donc température constante, toujours 21 degrés. Les gens sont tous habillés de la même façon, donc ils ont une combinaison, tout le monde a la même. Chacun est dispatché en fonction de ses capacités, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, dans différents postes de travail. Donc tout le monde a le même appartement, les mêmes affaires, enfin bref, voilà, tout est aseptisé, les relations amoureuses n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les... comment ça s'appelle? Je vais y arriver, j'ai envie d'éternuer. Ça va passer, pas? Oui, non, peut-être. Ça a l'air de passer. Ouais, c'est bon. Donc du coup, pour faire des enfants, en fait, ils vont, entre guillemets, paxer des gens pour une durée déterminée. C'est-à-dire qu'en fait, un homme va être avec une femme, ils vont procréer, elle va être enceinte, l'enfant, si c'est une fille, va être mise en pouponnière, puisqu'elle sera utilisée, j'aime pas beaucoup le mot, mais elle sera utilisée pour procréer, en gros. Et si c'est un garçon, il sera élevé par son père. Voilà, la femme repart, la femme, si elle est toujours en âge de procréer, repart vers un autre Pax, hein, quelques temps après l'accouchement, puisqu'elle n'élève pas sa fille, hein, c'est vraiment élevé par d'autres personnes, et pour reprocréer une fois après, et puis après elles sont postées dans différentes catégories pour leur avenir en fait. Voilà. Alors ça c'est un peu le pitch de départ. Donc ils en sont arrivés à cette société là, puisqu'il y a eu une catastrophe qui a mis le monde en péril. Donc il y a eu... enfin voilà, ça s'est précipité, catastrophe sur catastrophe, jusqu'au grand cataclysme, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc ils ont réussi à trouver ce système pour qu'il n'y ait plus de gens jaloux, pour qu'il n'y ait plus de conflits. Voilà, mais après c'est un monde très aseptisé. Moi clairement je suis pas sûre que j'aimerais vivre dans un monde comme ça, hein, mais bon, bref, voilà, passons.
du coup, dans ce monde, au début du premier tome, il y a Kevin qui est le frère d'Hakim. Donc Hakim est un haut dirigeant sur Alpha et Kevin est archéologue. Donc en fait, il sort régulièrement du dôme pour aller faire des recherches archéologiques, hein, pour comprendre ce qui s'est passé, enfin étudier tout ça, puisque personne ne vit en dehors du dôme, sauf si, entre guillemets, soit vous vous échappez, soit vous êtes un peu condamné. Alors après, la condamnation suprême, je crois que c'est le casier, où vous êtes, entre guillemets, je pense, cryogénisé pendant un siècle, et vous revenez un siècle plus tard, donc en fait, et généralement les gens demandent à mourir parce que ben, ils ont plus personne qui connaissent, quoi, donc voilà. Ou peu de gens, mais il y en a certains qui s'adaptent, hein, je pense. Voilà, donc Kevin, lui, il est passionné par l'ancien temps, par tout ce qui s'est passé à notre époque à nous, par la lecture de ce que nous, enfin les livres que nous on lisait. Il aime beaucoup les romans d'amour, donc particulièrement d'une jeune femme qui s'appelle Emma, alors je ne me rappelle plus le nom de famille, mais donc qui écrivait des livres d'amour, tout ça, et donc il est passionné par ces livres, et en fait il n'a qu'une envie, c'est de la rencontrer. Alors même s'il sait que dans les faits c'est peu probable, sauf qu'en fait il faut savoir que sur Alpha le saut dans le temps est possible. Donc c'est-à-dire que, je crois que c'est tous les mois, enfin bref, régulièrement sont organisées des loteries où en fait il y a une personne qui est tirée au sort et qui peut effectuer un séjour à notre époque en fait. Pardon. Donc du coup, Kevin va un peu demander, je vais poser le livre parce que ça pèse lourd. Kevin va demander à son frère un petit peu de gagner à la loterie, puisqu'il veut absolument aller rencontrer Emma, enfin bref. Donc dans le premier tome, ça se passe comme ça, et il va rencontrer Emma. Alors je suis désolée pour spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, parce que je pense que je vous spoil des éléments, hein. Mais donc dans ce deuxième tome, alors je vais essayer de pas trop vous en dire. Donc on retrouve tous les protagonistes de l'histoire, hein, tous ceux qu'on avait laissés. Ça se passe juste après, hein, après le premier tome. Donc c'est la continuité, et donc en fait la catastrophe qui a provoqué le cataclysme est en train de se produire sur Terre, donc à notre époque. Et en 2646, il y a un des justes droits, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc un des hauts dirigeants, qui commence à avoir des soupçons sur Hakim et sur le voyage de Kevin Senior. Voilà. Qui se pose des questions, qui va commencer à enquêter, et donc ça va amener à des gros soucis pour Hakim. Alors, je peux pas vous spoiler plus que ça, parce que sinon je vais rentrer dans l'histoire et je vais vous dire ce qui se passe dans le tome, mais ça serait complètement débile de rentrer dans... Enfin voilà, je vous spoilerai ce qui se passe. Bref, j'ai essayé volontairement, là tout de suite, je vous ai pas donné plus d'indications que ça sur d'autres protagonistes de l'histoire, parce que c'est le but de le découvrir, hein. Voilà, mais c'est toujours passionnant. Là, en fait, on suit les deux époques, donc l'époque où ils sont en plein cataclysme et l'époque où va falloir voir comment Hakim peut s'en sortir. Voilà. Donc moi je trouve ça toujours aussi passionnant. J'aime beaucoup, ça se lit très très vite, ça se bouffe, moi je le bouffe, hein, clairement. Et j'ai tout le temps envie d'y retourner, donc c'est plutôt bon signe, parce que voilà, c'est que j'aime vraiment ce que je lis. Donc là je vais vous laisser et je vais aller continuer. Je pense que il y a moyen qu'il soit bouclé soit dans la soirée, alors après on verra, parce que j'ai eu mal à la tête toute la journée, mais toute la journée. Donc à voir si j'arrive à continuer. Sinon ça sera fini demain, je pense. Mais vraiment un immense merci pour avoir écouté et nous avoir fait une suite, parce que qu'est-ce que ça fait du bien de les retrouver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je vais voir avec Erin si elle veut vous présenter aussi un de ses livres qu'elle aime beaucoup, qu'on a déjà lu plusieurs fois. Je trouvais que ce serait une bonne idée qu'elle vous en parle.
Donc je vais voir avec elle si demain elle veut pas vous faire la présentation de ce livre. Ça sera un petit peu, voilà, un petit clin d'œil sympa pour les gens qui ont des enfants et tout ça, ça peut les intéresser. Donc c'est un livre d'images mais avec une histoire, hein. Donc je vais voir avec elle, je pense que ça va bien lui plaire. Et puis moi je vous retrouve, je pense, une fois que je vais avoir terminé, puisque je peux pas vous en parler beaucoup plus que ça, vu que c'est un tome 2 et que... Mais foncez, Jean-Luc connaît ça, c'est une valeur sûre, hein, voilà. Foncez, vous ne serez jamais déçus. Voilà, enfin, en tout cas moi j'ai jamais été déçue. Donc après effectivement, comme disait Ingrid la lectrice l'autre jour, je crois que c'était dans son book haul qu'elle disait ça, où il y en a qu'on a moins aimé que d'autres, mais c'est comme tout, hein. Enfin voilà, moi tous les auteurs que j'aime, il y en a forcément certains qu'on aime plus ou moins, ça dépend des thématiques aussi qui nous touchent plus ou moins. On va dire ça comme ça, mais celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup, hein. Vraiment, vraiment. Hein. Voilà. Donc, je suis sûre que j'ai déçu de les quitter encore une fois. Donc, voilà. Bref, en attendant, je vous fais de gros bisous, puis à tout de suite pour vous, plus tard pour moi. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 15 novembre, oui, c'est ça. Du coup, alors, je l'ai terminé mercredi, mais j'ai pas eu le temps du tout de vous reprendre. Voilà. Parce que, mercredi midi, on est parti manger chez mes parents. L'après-midi, j'avais ma langue de bœuf à préparer. J'avais le sac de piscine d'Erin, lui faire apprendre sa poésie. Et puis, au final, jeudi matin, donc je l'ai terminé mercredi avant de manger, au final. Et jeudi matin, j'avais mon action la Solidelle. Et au final, j'étais en train de manger à 1h15. L'école m'appelait pour me dire qu'Erin était malade. Super, donc j'ai récupéré Erin, qui était vraiment pas bien. Et puis, elle commence à aller mieux aujourd'hui. Mais c'est pas encore la grande forme. Hein. Et au final, j'ai pas eu le temps de vous prendre, puisque le soir, on est allé prendre l'apéro chez nos amis, puisque c'était l'anniversaire du copain. Donc voilà, hein, on est allé lui souhaiter prendre l'apéro avec eux. Et puis on est rentré, il était 9h30, un truc comme ça. Et puis voilà, de toute façon, Erin n'allait pas à l'école, hein, c'était sûr. Donc c'était pas grave qu'on rentre un peu tard. Elle s'est endormie dans la voiture, elle s'est rendormie aussitôt en arrivant à la maison. Elle avait rien mangé, rien dans l'estomac depuis le matin. Voilà, mais bon, elle avait pas faim. Elle a grignoté un petit bout de pain. Mais c'est tout, hein. J'ai réussi à la faire boire un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, c'était pas terrible hier. Mais aujourd'hui, ça va. Elle a pris un petit déjeuner, alors pas trop chargé, et elle a mangé une soupe au vermicelle ce midi. Donc, on va voir si ça passe le reste. Hein. Voilà. Mais donc, du coup, puisque je le tiens toujours. Voilà. J'ai pleuré comme une madeleine. Voilà. Je vous le dis, clairement. C'est un coup de cœur aussi, hein. En fait, la duologie est un coup de cœur. Je vais pas vous dire comment ça se termine parce que... Alors, il y a une partie qui se termine bien, une partie qui se termine pas bien. Voilà, je ne vais pas vous dire laquelle. Hein, si c'est dans le présent ou dans le passé, ou dans le futur. Mais voilà. Mais vous m'avez déchiré le cœur. Hein. Alors oui, vous me l'avez dit, Jean-Luc, que c'était plus sombre. Mais je m'attendais pas à ça. Moi, mon petit cœur, il a fait plein de fois. Voilà. Hein. Donc non, hein, c'est pas bien de faire ça. Juste pour vous dire que j'ai adoré ce roman. Vraiment, voilà. Je suis trop triste d'avoir quitté les personnages. Mais voilà. C'est une duologie, je ne peux que vous la recommander. Elle était tellement bien. Voilà. Bref, je remercie Jean-Luc déjà parce que vous me l'avez envoyé et que c'était trop bien de nous avoir fait une suite, de nous avoir écoutés. Mais merci pour des pépites comme ça parce que voilà, on n'est jamais déçus et c'est juste que du bonheur. Donc merci, merci, merci. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Lisez, Jean-Luc connaît ça. Voilà. Si vous le faites pas, je vais venir chez vous, je vais vous mettre un livre entre les mains et vous allez lire, vous allez vous rendre compte que c'est super, quoi. Voilà. Bref. Donc ensuite, on est allé chez mes parents un mercredi midi, je lui ai rendu le jour J du jugement puisque c'était son bouquin. Et en fait, j'ai commencé, je vous disais, à regarder The Haunting of Bly Manor. Et donc j'ai compris, d'après une vidéo d'Elodie Lee, que
c'était, enfin, The Haunting of Hill House, c'était tiré du livre de Shirley Jackson, Maison hantée. Donc, je place le jour J du jugement, et juste à côté, il y avait quoi? Il y avait Hantise, donc de Shirley Jackson, chez Pocket Terror. Donc, en fait, c'est... ils ont renommé le livre comme ça, puisqu'ils avaient sorti un film avec Liam Neeson... comment s'appelle-elle déjà? La femme à Michael Douglas, hein. Catherine Zeta-Jones. Et... oh, je me rappelle plus l'autre. Diana Rigg, non? Alors, maintenant, c'est écrit tout petit. Comment voulez-vous que j'arrive à lire déjà que c'est compliqué. Alors, c'est un film de Yann de Bont, Catherine Zeta-Jones et... Bah écoutez, j'arrive pas à lire le nom de l'autre, alors désolé, hein. Voilà. Hein. Donc, je lui ai pris et dans la foulée, j'ai commencé. Voilà, donc j'ai lu 3 chapitres. Non, 2 chapitres. Donc je suis à la page 63. Il y a 254 pages. Voilà. Donc, bah écoutez, pour l'instant, on est alors avec un scientifique. Enfin, un scientifique... qui s'appelle qui se fait appeler le docteur Montag, qui veut faire une expérience à Hill House, qui est réputée pour être une maison hantée. C'est une demeure qui donne clairement pas envie, qui fait froid dans le dos, qui a été construite il y a 80 ans. Donc le roman se passe en... je crois que c'est écrit en 78 ou 79, un truc comme ça. C'est pas marqué, je crois que c'est pas marqué, mais... Donc du coup, voilà, on est fin des années 70, et donc la maison a déjà 80 ans, donc elle a été construite fin du 19e. Voilà, c'est ça. Et clairement, en fait, de ce qu'on sait, les gens évitent cette maison, évitent d'en parler, donc elle est très très reculée, vraiment, hein. Et en fait, le docteur Montag veut faire une expérience, donc il veut enfermer 3 personnes dans cette maison. Donc il va envoyer plusieurs courriers à plusieurs personnes qui ont été connues pour avoir vécu déjà des expériences paranormales. Alors, généralement pas voulues, hein, puisqu'on va suivre Éléonore, qui a été victime, enfin donc, quand elle était avec sa maman et sa sœur, de jets de pierre sur le toit de la maison. Voilà, sans explication, hein, ils n'ont jamais pu expliquer pourquoi. Donc il y a Théodora aussi, alors elle, je me rappelle plus. Mais parce que pour l'instant, c'est le personnage que je découvre à peine. Et il va y avoir aussi, puisqu'il faut obligatoirement l'un des membres de la famille qui possède Hill House dans cette expérience. Donc il va y avoir le neveu c'est une dame qui possède cette maison, et ça va être son neveu qui va venir. Voilà, donc pour le moment, au début on suit beaucoup Éléonore, qui a veillé sa mère pendant... Enfin, qui a veillé sur sa mère pendant 12 ans, je crois. Donc en fait, elle a 32 ans, 31 ou 32 ans. Et du coup, qui va un peu s'émanciper du fait que là, elle a plus besoin de s'occuper de sa mère. Et quand elle reçoit la lettre, elle se dit, tiens, c'est un nouveau départ, je pars. Donc, pour ça, elle est obligée de prendre la voiture qu'elle a dont elle a hérité avec sa sœur. Donc sa sœur est pas très chaude, puisque sa sœur est mariée, elle a une fille. Elle pense que Éléonore, c'est un petit caprice qu'elle fait, et voilà, en gros. Hein. Mais dans leur dos, elle va aller prendre la voiture et elle va partir sur Hill House. Et autant vous dire qu'elle a froid dans le dos quand elle va arriver là-bas. Et donc il y a des descriptions, ça explique un petit peu le passé, enfin le passé, vite fait, hein, mais de Éléonore. Et en fait, on suit son chemin du moment où elle part avec la voiture jusqu'à la maison. Voilà. Et ensuite, elle se dit, punaise, je vais pas rester là. Parce qu'elle arrive, mon Dieu, les domestiques, donc il y a un couple de domestiques qui fait aussi peur que la maison. Pardon. J'avais l'air une poussière.
Et elle se dit, je vais jamais pouvoir rester toute seule chez moi, enfin là-bas, puis surtout que les domestiques lui disent qu'ils ne restent pas la nuit, hein, peu importe, il se passe n'importe quoi, ils sont tout seuls, hein, voilà. Mais dans le même temps, Théodora arrive, et ben du coup elle lie vite amitié toutes les deux, puisque elles se rendent bien compte que la maison quand même elle est chelou, que les domestiques sont quand même particulièrement chelous, et voilà. Donc j'en suis à peu près là de l'histoire. Donc ça se met tout doucement en place. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, bah du coup je suis passée en boîte à livres. Et j'ai trouvé quelques trucs. Alors ça. Non, ça c'est moi qui l'ai acheté. Donc, j'ai trouvé... Je vais aller ouvrir au chien. Voilà, désolé. Donc je vous disais, j'ai trouvé Fleur de tonnerre de Jean Telet. Donc c'est un roman paru chez Julliard. Donc en 2013. Et en fait, en gros, ça va nous retracer l'histoire de Hélène Gégado, qui est, entre guillemets, la plus terrifiante meurtrière de tous les temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle va tuer apparemment tout le monde. Donc on est dans les années 1852, quand elle se fait guillotiner. Mais il ne se doute pas à l'époque que son parcours est terrifiant. Donc voilà, donc il va nous retracer ça. Est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Je n'ai pas l'info. Mais voilà, ça m'a donné très envie. Pour une fois, c'est une femme serial killer, donc hein, enfin une femme meurtrière. Hein. On disait pas qu'une serial killer à l'époque. J'ai pris aussi en boîte à livres Les Contes de la Bécasse de Maupassant. Donc c'est au livre de poche. Donc c'est une ancienne édition, hein, parce que je pense qu'elle ne ressemble plus à ça maintenant. Pouf. Ouais, je ne sais pas de quand est-ce qu'elle date, mais des années 90 je pense. 98, hein. Ouais, j'avais raison. Donc voilà, donc Maupassant, j'ai lu le Horla il y a très longtemps et je n'ai absolument aucun souvenir du Horla. Il faudrait que je le relise. Mais bon, pour le coup, bah, ça se passe en Normandie. Voilà. Ah, bah, de toute façon, Maupassant est normand. Hein. Donc, j'avais envie de lire un classique. Il est court. Donc, je pense que ça va se lire assez vite. C'est plusieurs petites histoires. Donc, voilà. Entre deux briques, peut-être lire, picorer quelques histoires par-ci par-là. Ça peut faire du bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris Sentences et proverbes de la sagesse chinoise de Bernard Ducourant. Donc on est chez la collection Espace Libre d'Albin Michel. Alors là je l'ai pris clairement juste parce que c'est des petites voilà, c'est des petites comme des petits proverbes en fait, hein. Donc voilà, j'aime bien de temps en temps picorer, c'est pareil, des petits proverbes, des petites souvent je les mets dans mes cahiers et je médite dessus. Voilà. Ça donne matière à réflexion, toujours ce genre de truc. Donc j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé Mon cœur contre la terre de Éric de Kermel. Donc c'est paru chez J'ai lu. Il est paru en... Donc là c'est une édition de mars 2021. Non. Donc en fait... Premier dépôt, mars 2021, et il a été imprimé là en mars 2024 hein, pour cette édition-là. Donc, bah, autant vous dire que c'est pas très vieux quand même. Et donc là, on est avec une jeune femme qui est écologue, donc qui s'appelle Anna. Elle analyse l'impact des activités humaines sur la biodiversité, en fait, et l'environnement. Et sauf qu'en fait, elle va faire une erreur apparemment sur quelque chose, et ça va remettre toute sa vie en question, et elle va partir... retourner sur les traces, enfin dans les pas de son enfance, dans les sommets, les montagnes, tout ça. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de voir ce que ça donnait. On verra bien. Mais bon. Et pour terminer, j'ai trouvé de Frances Burnett, donc c'est celle qui a écrit Princesse Sarah en fait, hein. Le Petit Lord Fauntleroy, donc c'est dans les éditions, je ne sais même plus comment elle s'appelait celle-là, Rouge et Or. Et c'est trop drôle, hein. Non mais vraiment, ça a été publié, donc c'est de la bibliothèque de Cherbourg. Hein. Et vous avez qui est-ce qui les a empruntés en 6e, tout ça.
Oh là là, et c'est trop drôle hein. 8 décembre 73, 79, 74. Non mais vraiment, hein. Je vais trop kiffer de garder ça moi. J'adore. Donc en fait ça se présente comme ceci, hein. Ils avaient mis un truc comme ça à l'époque, c'était très... Donc bibliothèque rouge et or, c'est bien ce que je dis. Et donc ma mère a la princesse Sarah dans cette version là, hein. Et donc c'était les versions avec les illustrations en couleur. Donc autant j'ai lu Princesse Sarah, autant je n'ai jamais lu Le Petit Lord Fauntleroy. Donc ça sera chose faite, parce que j'aime bien Francis Burnett. Donc voilà mes trouvailles en boîte à livres. Et je me suis acheté hier, en allant à Super U, je me suis pris le pire des Noëls de la Ligue de l'Imaginaire. Donc en fait, il y a plein d'auteurs connus, il y a Chatham, donc déjà forcément. Voilà, hein, mais en gros, je vais vous lire la 4e de couverture. Bienvenue dans l'univers fabuleux et surprenant de la Ligue de l'Imaginaire. 21 auteurs se sont réunis pour déposer au pied de votre sapin un cadeau spécial, un recueil où chacun a imaginé ce que pourrait être le pire des Noëls. Quand le dîner du réveillon tourne au sanguinolent, que l'ouverture des cadeaux fait voler en éclats une famille, quand le Père Noël devient détective privé, qu'il se change en ogre ou quand des braqueurs débarquent à la messe, la fête peut alors virer au cauchemar. Voilà. Et donc les fonds sont reversés au Rire Médecin. Donc en plus on fait une bonne action. Donc voilà. Donc j'ai acheté celui-là et je vais me faire un plaisir de le lire pendant le mois de décembre. Voilà. Il faut que je retrouve des romances de Noël parce que là je n'ai pas. Je vais aller voir la bibliothèque s'ils en ont. Ça m'éviterait de dépenser des sous. Ou parce que le problème c'est que là je ne peux plus accéder du tout, quasiment plus à mes bouquins qui sont en carton. Donc voilà, parce que j'en ai mis pas mal en carton là cet été. Du coup, ben, j'ai pas la foi d'aller redéballer. J'ai pas la foi. Donc voilà. Ben, sinon, je vais essayer de m'en trouver un ou deux comme ça. Bon, à partir du moment où j'ai au moins une ou deux romances de Noël, j'aurais fait, ça aura fait l'affaire. La rue Michel, comme qui dirait. Et je me suis trouvé une jolie tasse hier en allant aussi à Super U. Donc j'ai trop. Oui, je l'ai lavé hein, quand même avant. Pas déconner. Mais du coup, ça fait du bien. Je vous ferai la... comment ça s'appelle, je vais essayer de terminer en tease ce week-end pour vous clôturer le vlog. Et puis, Erin viendra vous parler de son livre avec le chat. Voilà. Donc, bah écoutez, à tout de suite pour vous. Alors, je vous retrouve, on est samedi 16, ouais c'est ça. Désolée, la luminosité est pourrie, mais bon, il est à peine 5 heures, il fait déjà, c'est déjà bien en train de baisser au niveau du jour. Voilà, donc je vous prends parce que j'ai avancé dans Hantise de Shirley Jackson, donc là je suis page 158. Je vous avoue, c'est pas fifou, hein, en vrai. Déjà, il y a un truc, il joue un espèce de jeu à mi-temps où en fait ils s'inventent ouais je suis quelqu'un d'autre, machin, enfin bref. Alors ils rentrent tous dans leur délire là. Bon après des fois on se demande si c'est pas un peu la maison qui a une emprise sur eux. Donc là ils ont commencé à vivre quelques phénomènes étranges où ils ont franchement eu les foins, hein, mais le lendemain c'est un peu... ils sont à moitié hystériques en train de rire et tout ça en disant oui mais non finalement c'est rien, machin, enfin bref. Ouais. Sauf qu'en fait, avant qu'il arrive vraiment quelque chose, je vous dirais qu'il a bien fallu attendre la page 120 ou 130, un truc comme ça. Donc je trouve que ça fait extrêmement long pour qu'il se passe quelque chose. Et ouais... alors certes, il y a une explication sur le pourquoi de la maison est un peu comme ça. Parce qu'elle a été construite de façon un peu bizarre. Mais c'est pas hyper passionnant. Au final, le truc qui m'intrigue le plus,
c'est Madame Dudley, qui est, on dirait, un robot, quoi. Voilà, quand vous êtes dans la tête d'Éléonore, donc, elle s'est occupée de sa mère toute sa vie, elle a toujours été un petit peu recluse, vivant vraiment chez elle et tout ça, et au final, bah, il y a des moments où elle a des réflexions de gamine de 15 ans, quoi. Ouais, je suis bien là, je suis jolie, je suis machin, c'est bien moi qui suis là, j'ai le droit au bonheur, machin. C'est assez particulier d'être dans sa tête. Alors, je pense que la maison va avoir une vraie emprise sur elle, je pense. Mais je suis à... bah du coup, je suis à plus de la moitié, puis je suis... parce qu'il y a 254 pages, autant vous dire que j'ai moins de 100 pages maintenant. Je suis pas... Pour l'instant, pas plus emballée que ça. Alors, ça se lit, hein. Parce que... Mais je me suis posé la question hier soir, honnêtement, de savoir si j'allais l'abandonner ou pas. Je me suis dit, allez, je vais continuer une vingtaine de pages, on va voir si ça s'accélère. Donc là, il s'est passé un événement qui fait que, bon, bah, je vais un petit peu envie de savoir quand même la suite. Mais je suis pas hyper enjaillée, je suis désolée. Enfin, pour l'instant, c'est pas la lecture du siècle. Et clairement, je suis pas sûre que ça reste dans ma mémoire, à moins qu'il y ait un gros truc, une grosse révélation avec vraiment des trucs flippants qui se passent. Sinon, je pense que je vais rester vraiment sur ma faim. Voilà. Bref. Du coup, hier soir, en me couchant, j'avais pas très envie de lire Antise, hein, du coup, parce que ça m'avait un peu gavé. Je m'étais dit, laisse un peu le temps de passer, de savoir si tu l'abandonnes ou pas. Donc, j'ai lu le premier chapitre de Inventaire Fatal, donc Le chat du bibliothécaire, le deuxième tome, donc de Miranda James. Et bah, je suis très contente de retrouver les personnages. Diesel et puis Charlie. Voilà, donc là j'ai lu que le premier chapitre, donc je ne vous en parle pas, et je pense que je vais terminer Antise, et celui-ci vous l'aurez dans le prochain vlog, voilà, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas non plus, mais j'ai commencé celui-ci en parallèle de celui-là, parce que vraiment alors, le truc c'est pas que ça c'est mieux, c'est du cozy mystery, ça se lit tout seul, ça se bouffe, c'est pas les lectures du siècle en règle générale, mais on passe des bons moments. Là, le problème, c'est que j'attends quelque chose de beaucoup plus percutant que ça. Parce que c'est quand même écrit par Stephen King. Alors après, on prend ou on prend pas ce qui est écrit derrière les quatrièmes de couverture. Hein. Par les auteurs, c'est marqué le meilleur roman fantastique de ces 100 dernières années. Bah, pour l'instant, j'ai connu mieux. Honnêtement, je sais pas si vous avez déjà lu donc je sais plus s'il s'appelle vraiment La Dame en Noir de Susan Hill, dont est tiré le film, hein, avec Daniel Radcliffe, où ça se passe avec une femme qui a perdu son enfant. Enfin voilà, on sent que l'ambiance de la maison est pesante, qu'il y a plein de choses qui se passent. Je trouve beaucoup plus oppressant que ça, clairement. Donc voilà, enfin je compare un petit peu parce que pas que les histoires sont forcément similaires, puisque La Dame en Noir c'est beaucoup plus tragique, enfin pour l'instant de ce que je sais, mais pour le moment ça me laisse un peu dubitative, voilà. Ou peut-être que je deviens trop exigeante, et j'en ai lu beaucoup aussi quand j'étais jeune, donc peut-être que et même à l'âge adulte, hein, peut-être que j'attends des choses plus percutantes, c'est fort possible aussi, mais voilà, pour l'instant je suis pas hyper enjaillée. Bon, je veux savoir quand même ce qui se passe, parce que j'ai un peu envie de comprendre quand même qu'est-ce que c'est cette maison, hein. Donc c'est ça qui me pousse un petit peu, et avoir le fin mot de l'histoire. Ça s'arrête là pour l'instant. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous retrouve, on est dimanche 17, j'ai fini hier soir Antise. Bah, je reste sur mon premier avis, je l'ai pas aimé. Alors, j'ai voulu aller jusqu'au bout pour essayer de voir si on avait des réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Alors déjà, niveau terreur, franchement, ouais, il y a des bruits, il y a des murmures, ils ont l'impression qu'il y a des trucs qui les suivent, mais ça s'arrête là, vraiment, c'est du petite terreur, quoi, hein. Je veux dire, moi, ça m'a pas du tout fait frissonner, donc déjà, voilà. Et deuxièmement,
Les dialogues sont pas crédibles pour dessous. Mais vraiment, il y a des moments où vous avez l'impression... Pardon. Vous avez l'impression d'être avec des gamins de maternelle, quoi. Vraiment, je n'ai pas compris. On suit Éléonore, hein, principalement. Enfin, de toute façon, on est dans sa tête, en gros. Au final, vous finissez par vous demander si, en fait, c'est elle qui affabule et qu'elle s'invente des trucs. Si les personnages sont bien réels, pas réels. Alors, on a une fin d'explication à la fin, mais pas convaincante. Non, j'ai... Ah, puis alors, les personnages sont hyper caricaturaux. On a la femme de Montag, donc du docteur, qui va venir à un moment donné et... alors, plus caricatural, pardon, qu'elle, tu meurs. Hein. Non, c'était... franchement, très honnêtement, alors après, apparemment, il y a des gens qui ont aimé, hein, mais... franchement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Parce que vraiment, j'ai fini le livre. Alors déjà, ce qui arrive à Éléonore, 2 lignes. Et, merde, pardon, j'arrête pas de bouger, mais ça me fait mal au bras. Mais franchement, je me suis ennuyée. De toute façon, sur la fin, j'ai lu en diagonale. Je voulais juste avoir la fin de l'histoire, parce que voilà... Honnêtement, passez votre chemin, quoi. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Je n'ai pas lu d'autres livres de cette femme, je n'en lirai pas d'autres. C'est une certitude, je ne perdrai pas mon temps là-dessus. Au final, je suis repartie là-dedans et je suis beaucoup mieux là-dedans. Hein. Niveau d'écriture, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins confus. Parce qu'il y a des moments, franchement, vous êtes dans Antise, enfin dans Maison Hantée. Donc ils sont en plein dans le... Ouais, il y a les bruits, les machins et tout, puis je vous dis ça va commencer à devenir super intéressant. Puis pouf, tout d'un coup, ça repart, ça rigole, ça machin. Et en fait, tu comprends pas. T'es là, mais de quoi? De quoi, en fait? Et puis, en fait, eh ben, vous avez le point de vue d'Éléonore et vous avez l'impression qu'elle est parfaite. Franchement, elle a fumé 3 arbres, quoi. À elle toute seule. Non, vraiment, non. Alors, moi, je ne vous conseille pas cette lecture. Honnêtement, il y a des livres terreur bien meilleurs que ça. Là, c'est... Puis vous avez même pas, enfin, je veux dire... Il n'y a même pas de crédibilité, même l'histoire de pourquoi la maison, elle est à moitié hantée, machin et tout. Donc c'est par rapport à une histoire des 2 sœurs. Hein. C'est même pas crédible, en fait. Rien n'est crédible dans l'histoire. Donc voilà. Après, c'est mon avis perso, mais j'ai gâché mon temps. Hein. Alors, non, quelque part, je suis contente parce que je l'ai lu et je n'ai pas aimé. Hein, mais voilà, ça arrive. Mais la prochaine fois que je vois vraiment que ça va pas, j'abandonne, quoi. Parce que là, je vais pas m'acharner. C'est vraiment parce que je me suis dit, ouais, mais je vais peut-être avoir une bonne surprise à la fin. Ça va peut-être... Non, en fait, c'est tout pourri, c'est nul. Et puis voilà, quoi. Voilà, bah écoutez, je termine ce vlog ici. Je vais juste vous faire le point avec Erin sur son livre, voilà, qu'elle voulait vous présenter. Et puis on arrête. Voilà. Bonjour, alors je suis sur la chaîne de ma maman, qui est en train de filmer. Dis coucou. Coucou. Je vais présenter le livre Le chat bonheur. Donc ça a été écrit par... Attends, parce que moi j'arrive pas à lire à l'envers. Culhane. Culhane, voilà. Et c'est aux éditions... Chanoké. Je sais pas. Flammarion. Voilà. Flammarion. Du coup, ça vient du Japon. Voilà. Ça raconte quelle histoire? Ça raconte une histoire d'argent, mais en même temps de chat. Voilà. Elle montre des images un petit peu. Oui. Ouais. C'est pas facile d'être chroniqueuse littéraire. Hein. Il y a ça. Ça, c'est la première page. Non, c'est pas la première page. Bon, non. Ça. Là, c'est avec son chat. Voilà, il fait une sieste. Je sais pas, moi, je prends des pages comme ça. Non, attends, ça, c'est triste. C'est un moment...
Bon, il y a ça, bah, ça c'est la deuxième page. Alors tu veux que maman elle fasse le résumé Ouais. du livre? Ok. Oui. Et après tu vas nous dire ce que t'en penses. Hop. Donc du coup, on est dans un livre qui parle de Echigoya. Donc Echigoya, c'est le jeune homme que vous avez là, qui est héritier d'une famille richissime qui fabriquait des vêtements, donc dans le Japon féodal. Sauf que Echigoya prenait la vie un petit peu carpe diem, hein, un peu la vie comme elle vient. Il a l'habitude de jouer aux jeux d'argent et il a un chat, donc son chat c'est celui qui est ici, qui s'appelle Tama. Et en fait, à un moment donné, Echigoya va ruiner sa famille. Enfin, va ruiner l'entreprise familiale. Et selon une légende, je vais pas tout vous dire, mais selon une légende, il y a moyen d'avoir de l'argent grâce à un animal. Donc en fait, à la base, c'est pas un chat. Mais un jour, comme Tama voit que son maître n'a vraiment plus d'argent, qu'il est ruiné, qu'il n'a plus rien pour vivre, il lui reste que sa servante, là, en fait, qui reste toujours à ses côtés. Tama va aller lui chercher une pièce d'or qui va lui permettre de se remettre sur les rails et de reprendre l'activité familiale. Sauf que Echigoya, bien évidemment, ne va pas faire ça, va continuer à aller jouer aux jeux d'argent. Et au fur et à mesure, en fait, il dit à chaque fois oui, je vais me refaire la prochaine fois, je vais placer l'argent, machin. Enfin bref. Et Tama, donc à chaque fois, il renvoie Tama aller chercher des sous. Jusqu'au moment où, en fait, il se rend compte, en suivant Tama, puisqu'il se dit, je vais aller récupérer de l'argent plus facilement. Et puis finalement, il se rend compte que Tama, qui est allé prier, en fait, pour l'argent, va devenir de plus en plus faible et il va donner sa vie. Et sa vie Il va donner sa vie, voilà, au Dieu pour que son maître récupère de l'argent et puisse sauver l'entreprise familiale. Et on va vous lire qu'est-ce qu'il dit, la prière. Vas-y, lis la prière. C'est où? Attends. C'est ça, prenez mes pattes. Prenez mes pattes, prenez mes yeux, donnez-moi un peu d'or. Prenez mon ventre, prenez mes poils, donnez-moi un peu d'or. Et en fait, Erin, ce livre-là, la première fois qu'on l'a lu, parce qu'on l'a déjà lu plusieurs fois, t'as fait quoi? J'ai pleuré. T'as pleuré, parce que l'histoire est trop triste. Voilà. Mais elle est très très belle. Et puis là, Echigoya, il est triste, voilà. Oui, parce qu'il a perdu son chat, du coup. Et avant qu'il ait eu le jet, Tama, il s'est devenu de la poussière. Et au final, à la fin, il a érigé une statue en l'honneur de Tama. C'est ce qui a donné le Maneki-neko. Voilà, le chat porte-bonheur du Japon. C'est ça. Attendez. Tu veux montrer le tien? Ouais. Enfin, le tien qui est là. Je l'ai eu à Noé. Tiens, là, je vois que la pâte, chérie. Ah ouais. Voilà. Hop. Bon, il est un peu sale. Oui, beaucoup sale. parce qu'il a pris la poussière. Voilà. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir. Et c'est sur ces belles paroles qu'on vous quitte. Et puis, on vous fait d'énormes bisous à tous. Et on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo.